Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons briser le silence autour de la santé masculine puisque l'on va parler urologie. Nous évoquerons notamment les dernières innovations thérapeutiques concernant le cancer de la prostate. Nous lèverons le tabou sur les fuites urinaires avec des dessous pour hommes ultra sexy. Et enfin, une révolution technologique qui permet de soigner certains cancers de la prostate sans chirurgie et à terme bientôt d'autres pathologies. La santé en mouvement spéciale santé masculine, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Durand. Xavier, bonjour. Vous êtes chef de service urologie à l'hôpital Saint-Joseph. Alors Xavier, avant de commencer, on aime bien clarifier les choses dans la santé en mouvement. Quelles sont les grandes classes de pathologie de l'appareil urinaire masculin ? Oui, bonjour Vanessa, merci de votre invitation. Alors malheureusement, l'appareil génito-urinaire masculin est la cible d'un certain nombre de pathologies, qu'elles soient fonctionnelles, lithiasiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va faire un focus sur la maladie carcinologique de l'appareil génito-urinaire masculin, qui comprend 5 grands cancers. Cancer de prostate, cancer de vessie, de rein, et de manière un petit peu plus anecdotique sur le plan épidémiologique, le cancer du testicule et le cancer du pénis. Alors comme vous l'avez dit, effectivement, on va parler plus précisément du cancer de la prostate. Qui concerne-t-il au niveau de la jante masculine ? Alors le cancer de prostate concerne tous les hommes, on va dire à partir de 45 ans. Même si l'âge moyen du diagnostic est bien plus tardif, il est de 69 ans aujourd'hui en France. La prévention, c'est vraiment notre fil conducteur dans la santé en mouvement. À partir de quand il faut commencer à se préoccuper, on va dire, de sa prostate ? Alors si vous voulez bien, Vanessa, je vais commencer par faire un rapide focus épidémiologique. Allez-y, Xavier. Sur ce cancer de prostate, parce que c'est un véritable colosse épidémiologique. Quelques chiffres pour nos auditeurs pour mettre les idées bien en place. C'est le premier cancer de l'homme en France. C'est 60 000 cas par an. Pour vous donner une idée, le premier cancer de la femme, c'est le sein. Et on est un peu plus de 62 000 nouveaux cas par an en France. Un homme sur 8 en France a ou aura un cancer de la prostate. Donc c'est quand même extrêmement important. Mais c'est un cancer qui est donc très fréquent, mais qui est d'excellent pronostic. Juste un chiffre, au moment du diagnostic, à 5 ans, 93% des patients seront toujours en vie quand ils sont diagnostiqués pour un cancer de prostate. Donc cancer extrêmement fréquent, mais cancer quand même globalement de très bon pronostic. D'où l'importance de la prévention. Alors et effectivement, importance de la prévention et importance d'un dépistage de ce cancer. Alors, je crois qu'il est important de bien faire la part des choses entre ce qui est le dépistage organisé, le dépistage au sens de politique de santé, et ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Aujourd'hui, les études épidémiologiques de grande envergure, européennes ou nord-américaines, qui ont été publiées, peinent à montrer une véritable efficacité du dépistage de masse, au sens, comme on peut le voir pour le cancer du sein ou le cancer colorectal, c'est-à-dire organisé par les tutelles. Ça n'est pas encore à l'ordre du jour aujourd'hui en France. Pour autant, il est fondamental que les hommes, à partir de 45 ans ou 50 ans, on pourra préciser ces éléments si vous voulez après, consultent leur urologue pour avoir ce qu'on appelle un diagnostic précoce afin de prévenir les formes agressives de cette maladie, les formes qui conduiront malheureusement à une morbidité et une mortalité. Mais alors, quels sont les symptômes, Xavier, effectivement, parce qu'on sait très bien qu'aller spontanément poser la question à son médecin, c'est toujours délicat. Qu'est-ce qui doit alerter ? Alors, la problématique, c'est que le cancer de la prostate est une affection qui est tout à fait indolore, qui est tout à fait asymptomatique. En tout cas, dans les formes et au stade auxquels on veut les diagnostiquer. Lorsque les symptômes apparaissent, ce sont des formes qui sont déjà métastatiques, à l'os bien souvent, et bien entendu, la politique de prévention vise à avoir des diagnostics bien plus précoces, bien en amont de ces phases-là. D'où l'importance d'aller voir un urologue et de réaliser un toucher rectal et un dosage sanguin du PSA, qui sont les deux piliers de la politique du diagnostic précoce. Alors imaginons, voilà, on fait ce dépistage et malheureusement le diagnostic est fatal. Quels sont les traitements actuels qui concernent le cancer de la prostate et comme justement on peut y remédier, quels sont les grands axes thérapeutiques ? Alors, c'est une question difficile parce que le cancer de prostate, est une maladie extrêmement hétérogène, avec des formes indolentes, des formes d'évolution extrêmement lentes, et puis d'un côté du spectre, et de l'autre côté du spectre, des formes agressives avec des stades, y compris métastatiques.
Et par conséquent, face à cette grande hétérogénéité, l'arsenal thérapeutique qui s'adresse à cette pathologie l'est également, avec de nombreux traitements qui vont de la surveillance active, justement pour ces formes indolentes, pour éviter le surtraitement de ces patients et de leur administrer une morbidité de manière indue, à de l'autre côté du spectre, des traitements systémiques autour notamment de l'hormonothérapie pour les formes métastatiques. Alors on va prendre la médiane, peut-être pour nos auditeurs et pour être concret, les cas que vous voyez le plus souvent et les typologies de traitement. Alors si on veut limiter notre propos effectivement aux formes localisées, qui sont effectivement les plus souvent diagnostiquées, à des formes précoces. J'ai parlé de la surveillance active, qui encore une fois est aujourd'hui un vrai traitement du cancer de la prostate. Surveillance avec des outils qui sont le PSA, on en a parlé pour le diagnostic initial, mais ça va être aussi un outil de surveillance, l'IRM de prostate et les biopsies. Et puis pour des stades un petit peu plus avancés, il y a tout un panel de traitements. On peut citer la chirurgie, bien entendu, qui est toujours aujourd'hui un traitement de référence, et on parlera peut-être des avancées technologiques Tout à fait. dans ce domaine. La radiothérapie, qu'elle soit interstitielle, ce qu'on appelle la curithérapie ou la radiothérapie externe, et puis des traitements dits focaux qui aujourd'hui voient le jour, et je crois que Pierre nous en parlera dans la deuxième partie de cette émission, précisément dans la deuxième partie de cette émission. À travers l'ultrason de haute intensité, mais l'électroporation irréversible, le laser VTP, qui sont des moyens physiques de destruction du parenchyme prostatique et du parenchyme tumoral, qui aujourd'hui sont en cours d'évaluation, sont intégrés dans des registres prospectifs afin de trouver leur place dans ce panel, vous l'avez compris, qui s'adresse à une maladie très hétérogène. L'important est d'évaluer avant le traitement, le plus précisément ce qu'est la pathologie, pour finalement proposer le meilleur traitement. Je crois que le message, c'est qu'il n'y a pas un traitement universel qui va traiter tous les cancers de prostate, mais bien entendu, une évaluation qui doit être précise en amont, afin de proposer vraiment le traitement le plus personnalisé. Comme on l'a promis à nos auditeurs, on lève tous les tabous. Est-ce que justement le soin d'un cancer de la prostate affecte la libido ou la sexualité des patients ? Je crois qu'il ne faut pas se cacher, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que la sexualité masculine, à un âge, on a parlé de 69 ans pour l'âge moyen du diagnostic, à un âge où l'érection, c'est ça dont on parle, a quelques fragilités, c'est une constellation qui comprend des éléments psychiques, des éléments émotionnels, des éléments hormonaux, vasculaires, neurologiques, et ne serait-ce que l'annonce du cancer chez ces patients déséquilibre cette sexualité. Donc, bien entendu, lorsqu'on parle de traitement du cancer de la prostate, on va parler d'effets secondaires et d'effets secondaires génitosexuels, de fait. Pour être un petit peu plus précis, chaque traitement a ses avantages, ses principes et ses inconvénients, ses effets secondaires. L'important est de prévenir ces effets, d'en parler avec le patient, de désamorcer les effets dévastateurs psychogènes de ce traitement. Et puis sur les effets organiques, là aussi, il y a des solutions, avec des solutions pharmacologiques, des solutions instrumentales. Je pense aux injections intracaverneuses, je pense au traitement pharmacologique d'IP2-5, mais ça peut aller jusqu'à des implants péniens qui peuvent être proposés. L'important est que dès le diagnostic et avant la phase thérapeutique, le dialogue s'ouvre avec le patient de manière à ce que l'après, et il y aura une rançon génitosexuelle pour le patient à payer à son cancer, les choses soient anticipées, et non seulement par le patient, mais également par sa partenaire. Il est assez, je trouve, pertinent que le patient consulte avec son épouse ou sa compagne dans ce type de consultation. 30 secondes pour conclure sur une note positive, Xavier. Donc la prévention est essentielle. On guérit le cancer de la prostate, et donc un dialogue raisonné avec son urologue pour justement anticiper toutes les conséquences, mais on guérit. Absolument, le cancer de la prostate a un excellent pronostic. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, on n'est plus dans la guérison du cancer, mais dans la guérison du cancer avec le moins d'effets secondaires génitosexuels possibles. Merci beaucoup Xavier Durand. Je rappelle que vous êtes chef de service d'urologie à l'hôpital Saint-Joseph. Et pour continuer cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Sidaline Lemoine. Sidaline, bonjour. Alors vous êtes la directrice générale de Sphère Santé, donc le numéro 1 français des produits destinés aux patients atteints d'incontinence, et donc spécialisée
spécialisée dans les couches pour adultes et protection urinaire. Alors, Sidaline, pour commencer, les fuites urinaires, ça concerne une femme sur 3 de plus de 70 ans et 10% des hommes de plus de 65 ans. Le sujet est tabou chez les hommes ? Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir. Oui, tout à fait. En fait, vraiment, je pense que la femme, du fait que tout au long de sa vie, enfin ou presque, elle a porté des protections menstruelles, forcément, quand si besoin, elle bascule sur des protections pour fuite urinaire, c'est moins problématique pour elle. Alors qu'un homme, il n'a jamais vécu ça, il ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, il va se retrouver face à ce phénomène où il va falloir qu'il mette quelque chose. Et du coup, c'est une pathologie qu'il vit très mal, il perd confiance, c'est vraiment quelque chose. Il voit ça comme une certaine honte, une régression. Alors justement, vous vous êtes donné comme mission de dédramatiser les fuites urinaires, hein, avec des gammes de produits et de services très très innovants. Quels sont ces produits justement qui sont innovants dans ce domaine ? Alors, c'est vrai qu'il faut vraiment... moi, je suis intimement convaincue qu'il faut vraiment dédramatiser. Alors, on va pas se dire que c'est super, l'incontinence, mais c'est vraiment un désagrément qui se gère très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne doit pas empêcher les gens de vivre, de profiter pleinement de leur vie, d'aller à la piscine, et notamment à la piscine. On parlait de produits. Et, typiquement, on peut continuer à aller à la piscine. Il y a des couches piscine qui existent, des maillots de bain d'incontinence. Alors les couches piscine, vous les mettez sous votre maillot de bain classique et au lieu d'absorber, ça va retenir. Les maillots de bain, il y a un petit système qui serre un peu et à l'intérieur, vous mettez une protection classique pour fuite urinaire et vous pouvez très bien profiter des loisirs nautiques. Donc vous pouvez faire du sport aussi. Enfin, les hommes qui aiment faire du sport aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un marché où il n'y a pas trop d'innovation. Mais chez vous, apparemment, il y en a. Alors voilà, c'est un marché en tout cas qui peine un peu à innover là-dessus. Mais sur les hommes, il y a des produits qui sont très faciles et discrets surtout à porter. On peut continuer à faire du sport avec des étus péniens. Alors les étus péniens, c'est une espèce de petit... si vous concrètement, parce qu'on n'a pas l'image là, donc voilà, pour nos auditeurs, donc un étu pénien. Alors un étu pénien, c'est un petit fourreau en latex, un peu qui ressemble un peu à un préservatif qu'on met sur le pénis, qui est relié avec un tout petit tube très discret à une poche. Et cette poche, vous la mettez dans la poche du pantalon ou scratchez autour de la cuisse et vous pouvez continuer à faire votre jogging. Et comment ça se passe ? Donc les hommes qui vous appellent vous partagent leurs petits soucis quotidiens. Comment ça fonctionne ? Alors c'est très compliqué. C'est vrai que quand ils appellent la première fois, vous avez une plateforme donc d'écoute. Voilà, exactement. Ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Ils ont du mal à poser les mots. Souvent, on sent la détresse vraiment. On sent la détresse dans leurs paroles. Mais au final, à la fin, ça se passe très bien. Ils ressortent, ils sont rassurés parce que vraiment, il faut dédramatiser cette partie-là. Enfin, c'est une pathologie certes, mais qui est gérable aujourd'hui. Ok, donc on vous contacte sur un numéro de téléphone, sur le site web, et puis voilà, sur le vous site envoyez web, discrètement justement dans un paquet dont on ne voit pas la marque le produit à domicile. C'est bien ça ? Exactement. Merci beaucoup Sidaline. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Sphère Santé. Et parce que les infections urinaires sont courantes et peuvent être très douloureuses, je vous propose de découvrir l'histoire de Muriel avec la Minute Médadome, notre partenaire téléconsultation pour vous accompagner où que vous soyez. La Minute Santé. Avec Médadome, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment. Bonjour Elidane, alors de qui allez-vous nous parler aujourd'hui ? Bonjour Vanessa. Aujourd'hui, je vais vous parler de Muriel, une femme de 52 ans qui est active au sein de son entreprise. Et il se trouve que depuis ce matin, elle présente des douleurs mictionnelles, c'est-à-dire des douleurs lorsqu'elle va uriner. Ça pique, ça gratte et elle ne sait pas quoi faire. Elle a un rendez-vous prévu à 10h, il est 8h30 du matin. Elle ne peut pas quitter son travail et donc elle se pose énormément de questions. Vous avez une petite idée pour résoudre cette problématique ? Oui, tout à fait. Muriel peut directement se rendre en pharmacie en bas de son bureau. Elle a accès à un médecin via la borne de téléconsultation. Le médecin peut lui délivrer une ordonnance et puis Muriel peut retourner directement à son bureau. Moralité, Muriel va pouvoir repartir avec ses médicaments grâce à l'ordonnance qui lui a été délivrée et elle pourra passer une journée totalement soulagée à son poste de travail. Médadome, votre solution de téléconsultation sans rendez-vous est disponible à tout moment, présente. La Minute Santé. Restez avec nous, dans quelques instants nous vous ferons découvrir comment les ultrasons peuvent être utilisés pour soigner certaines pathologies. La santé en mouvement, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale santé masculine, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Reboul. Pierre, bonjour. Bonjour vous êtes directeur d'EDAP TMS et président du groupe sectoriel des ultrasons thérapeutiques au sein du SNITEM. Dites-nous ce qu'est le SNITEM avant de commencer, Pierre. Bonjour Vanessa et bonjour à tous. Le SNITEM, c'est le syndicat national des matériels médicaux. Donc vous avez d'un côté tout ce qui est pharmaceutique et puis de l'autre côté, vous avez tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc le SNITEM regroupe plus de 600 adhérents aujourd'hui. Alors Pierre, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont les ultrasons puisque vous dirigez ce groupe sectoriel et en quoi leur utilisation thérapeutique peut être utilisée ? Alors on connaît tous les ultrasons pour voir les images d'un bébé dans le ventre. Ce sont des ultrasons qui permettent de faire de l'imagerie et ces ultrasons-là sont des ultrasons qui sont concentrés. C'est un petit peu comme les rayons du soleil. Quand on était enfant, on prenait une loupe. On s'amusait vers une feuille pour faire brûler la feuille en mettant la loupe et en focalisant les rayons du soleil. Là, on se retrouve dans la même technologie, c'est-à-dire qu'on va utiliser le son, les ultrasons, et on va focaliser ces ultrasons qui vont traverser notre corps sans les endommager et simplement à la zone focale, et il va y avoir une élévation de température pour détruire des cellules ou des tissus que l'on a préalablement signalés et qui ont été donnés par l'imagerie. Alors, on parle aujourd'hui de l'appareil génital urinaire masculin, mais c'est quoi les principales pathologies qui sont traitées aujourd'hui avec les ultrasons dans ce domaine ? Alors aujourd'hui, on a créé justement un groupe sectoriel au niveau du SNITEM pour regrouper les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui aujourd'hui font des ultrasons focalisés et on travaille énormément au niveau des ondes de choc aussi pour le cœur. On va assouplir la valve cardiaque. On va travailler aussi au niveau des varices. On va permettre de guérir les varices avec les ultrasons. On va travailler aussi sur le cerveau. On va pouvoir travailler sur les glioblastomes grâce aux ultrasons, détruire aussi le tremblement essentiel grâce aux ultrasons. Puis on va travailler aussi sur l'œil avec le glaucome. Et là, on travaille, nous, sur l'endométriose pour détruire les plaques d'endométriose qui se situent au niveau du rectum par des ultrasons sans intervention chirurgicale. Alors, expliquez-nous justement, dans le cadre du cancer de la prostate, pourquoi on va privilégier l'ultrason par rapport à une chirurgie ? C'est quoi le bénéfice pour le patient et l'intérêt ? Alors, comme le disait très justement le professeur Durand tout à l'heure, il faut arriver à avoir un arsenal thérapeutique. J'ai un cancer de prostate aujourd'hui, je vais consulter mon médecin, mon urologue, et mon urologue va me dire exactement à quel niveau j'en suis. Si j'ai un cancer avancé, il est hors de question de faire ce qu'on appelle un traitement focal. On va enlever la totalité de la prostate, on va peut-être même faire de la chimiothérapie. Mais si j'ai un tout petit cancer et que ce petit cancer risque de grandir et qu'il a été excessivement bien repéré par des IRM, et je suis allé faire des biopsies de prostate et des biopsies ciblées qui me permettent de conforter en fait le diagnostic, à ce moment-là, j'ai la possibilité d'avoir un traitement focal. C'est-à-dire, on a une prostate qui fait entre 40 et 50 grammes. Je vois pas pourquoi on enlèverait la totalité de ma prostate avec des risques d'incontinence. Et là, je me retourne vers toi concernant effectivement les risques d'incontinence ou des risques de problèmes d'érection qui peut être entraînés par de la chirurgie. Donc, je préfère être traité juste sur la partie malade. Et à ce moment-là, j'utilise une thérapie qui s'appelle les ultrasons focalisés de haute intensité. Ça s'appelle le Focal One. C'est un appareil qui a été développé, créé à Lyon par des chercheurs. Et aujourd'hui, on a quand même traité plus de 30 000 patients dans le monde entier. Alors, si je vous suis, ça veut dire que le patient ne subit pas de chirurgie et donc va rester moins longtemps à l'hôpital. C'est tout cet enchaînement qui est évité grâce aux ultrasons ? Alors aujourd'hui, la chirurgie a fait énormément de progrès grâce à la robotique. Maintenant, l'hospitalisation est bien moindre. Mais avec les ultrasons, effectivement, c'est des traitements qui peuvent se faire en hospitalisation courte. Le patient il rentre le matin, il a sa série d'ultrasons et puis après, il peut repartir le soir ou le lendemain matin en une seule séance, alors que la radiothérapie demande parfois 20 ou 30 ou 40 séances. Alors, j'ai une question parce que quand un médecin, un chirurgien traditionnel fait 12 ans d'études pour apprendre les gestes de la chirurgie, est-ce qu'on apprend justement à gérer une machine à ultrasons aujourd'hui ? Enfin, est-ce qu'il y a des formations ? Comment ça se passe, ça ? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, tout dispositif médical, c'est un binôme entre un homme et une machine. Donc, à chaque fois qu'on crée un dispositif médical, il faut que le chirurgien ou le médecin soit formé sur le dispositif. Donc, en interne, on a une académie que l'on a fait valider par l'Association française d'urologie. Il y a tout un programme de formation qui est fait, qui part du e-learning au départ. Après, il y a un accompagnement, il y a un médecin expert.
Et après, le médecin expert va aider le médecin à opérer avec ces dispositifs. Et ensuite, nous avons des ingénieurs d'application experts qui vont aussi suivre pour avoir un niveau d'expertise. Et moi, je suis le patient numéro 1, j'aurai la même chance de réussite que le patient numéro 20 ou 25, puisque j'aurai été à chaque fois accompagné par un expert. Et c'est dans ce cadre-là. Ensuite, il y a les hôpitaux universitaires. Et notre but, c'est de faire rentrer des modules à l'université, que ce soit au sein des universités publiques ou même à l'IRCAD à Strasbourg. Pierre, j'ai le sentiment en vous écoutant qu'on a l'air très bon en France là-dessus. Est-ce qu'on a à rougir ou pas par rapport à d'autres pays, l'Allemagne, les États-Unis, sur les technologies qu'on développe? Alors au contraire, la filière des ultrasons thérapeutiques est très développée en France et dans le monde entier, on rayonne dans le monde entier. Les entreprises que je vous ai citées sont toutes des entreprises françaises. Il y a une véritable filière technologique avec des inventions incroyables qui sont aujourd'hui développées. Après, ensuite, elles sont reprises par d'autres sociétés ou des sociétés américaines qui effectivement les développent au niveau commercial. Mais il est certain qu'on a une excellence et il faut la conserver. Alors la grande question, c'est le remboursement de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a un accès aux soins qui est quand même assez idyllique en France. On a le choix, on est remboursé, c'est facile? Alors je suis patient, j'ai la chance de rentrer dans un hôpital ou une clinique qui bénéficie d'un forfait innovation. C'est un système qui a été mis en place il y a maintenant plus de 10 ans par le ministère de la Santé et qui permet d'avoir des remboursements sur des appareils innovants. Et ce forfait innovation a donné une réponse de la Haute Autorité des Soins en disant que cette technique était valable et qu'il fallait la rembourser. Le seul problème, c'est que ça a mis 10 ans et qu'on a mis en 5 ans aux États-Unis ce qu'on met en 10 ans en France. Et on a un véritable problème qui est le problème justement de l'accès aux soins des innovations. Donc, moi, je conseille à tout patient qui a un problème de cancer de prostate d'aller s'adresser vers le centre qui a tous les outils. Et c'est ce que disait très justement Xavier Durand tout à l'heure, c'est plus vous avez d'outils dans votre caisse, meilleur sera l'outil et le mieux adapté. Et c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont la chance d'avoir du Focal One, et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et je serai patient, je regarderai je me renseignerai soit sur des sites, soit par mon médecin généraliste, quel est le meilleur. Mais alors justement, pour conclure, 30 secondes, les meilleurs conseils pour ces messieurs et peut-être leurs compagnons qui les écoutent, dépistage, soins, on peut choisir même sa médecine en vous écoutant, Pierre? Il faut aller à l'endroit le plus expert, le plus proche de chez soi, mais le plus expert. Et je pense qu'effectivement, il y a maintenant des moyens de savoir quels sont les centres qui ont et qui offrent la totalité des soins et puis ne pas hésiter d'aller vers des solutions alternatives. Je pense que ces solutions mini-invasives ont de l'avenir. Et il faut que les ministères nous aident à accélérer les remboursements pour être au plus proche des patients. Merci beaucoup Pierre, Xavier, Sidaline et Elidane. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'application Sud Radio, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.